Bon, merci à tous les cinq d'être venus. Donc, on va essayer de présenter, comme je vous l'avais dit par téléphone, on a préparé un petit peu cette table ronde. On va essayer de présenter quand même le plus concrètement possible des actions de prévention. Vous avez chacun et chacune fait des choix au sein des entreprises dans lesquelles vous êtes. On ne diffusera pas de petits films, mais quand vous avez des petits films, on encouragera les gens à aller sur les sites, les chaînes YouTube afférentes. Et puis comme ça, on parlera de concret. On va commencer par vous, Florence. Donc, Florence, comment la prévention a-t-elle évolué depuis la généralisation de la complémentaire santé en entreprise? Parce que c'est plus la prévoyance, la prévention pardon, qu'on faisait avant. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je pense qu'on a passé une étape avec cette généralisation de la complémentaire santé, puisque finalement l'employeur aujourd'hui, l'entreprise, prend part quelque part, en finançant au moins 50% du contrat santé de ses salariés, prend part à la dépense. Et du coup, il y a sans doute une prise de conscience, c'est pas la seule, mais qui a fait que les entreprises, alors avec bien évidemment la législation, la réglementation aussi, qui demande de plus en plus d'obligations au niveau des entreprises, fait que voilà, la prévention des risques est de plus en plus prégnante. Et puis j'ajouterais peut-être encore un élément de contexte, c'est le haut degré de solidarité, puisqu'on est passé d'un régime dans les branches professionnelles de ça y est, j'ai oublié le terme, de désignation à un régime de co-recommandation, et donc avec ça, une enveloppe de 2% des cotises qui doivent être obligatoirement fléchées sur de l'action sociale et de la prévention. Et du coup, là aussi, pour la première fois, la loi pose une ligne de financement pour financer de la prévention. Donc tout ça fait que voilà, les entreprises aujourd'hui ont beaucoup évolué et en maturité par rapport à la prévention et Donc, l'intérêt. donc il y a un changement de vision, il y a un changement donc, de perception, de diffusion aussi concrètement chez les clients et particulièrement les clients entreprises, donc les Mm. directeurs de ressources humaines. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous sentez dans le discours? Aujourd'hui, je pense qu'ils voient peut-être, alors il ne faut pas généraliser non plus, mais ils voient davantage la prévention comme un investissement et moins peut-être comme un coût voilà, qui s'impose à eux. Alors pour les entreprises les plus matures, mais aujourd'hui, nous, on voit bien dans notre portefeuille d'entreprises qu'un certain nombre d'entreprises viennent vers nous en nous disant mais pourquoi pas mettre en place un fonds de financement dédié pour la prévention qu'on alimenterait comme ça régulièrement, et au moins on ne se poserait plus la question du financement. Et voilà, alors c'est plutôt les grosses entreprises bien évidemment qui commencent à avoir ce type de discours, mais voilà, y a quand même des choses qui sont en train de bouger, oui. Très bien, merci pour ce premier éclairage. Marina, on va parler du cas un petit peu particulier forcément de la fonction publique. Bon, qu'en est-il chez les fonctionnaires? Est-ce que la prévention a la même place? Est-ce qu'ils sont un peu les parents pauvres? Alors, très J'ai dit clairement, la réponse. ouais, sur la santé au travail, on va le dire clairement, les fonctionnaires sont les parents pauvres de la prévention. Je pense que s'il y en a, je sais qu'il y a des mutuelles de fonctionnaires qui sont présentes et qui pourront bien confirmer ce fait. Juste quelques petits rappels, les obligations légales des risques psychosociaux, dont on a entendu parler tout à l'heure. Les fonctionnaires ne sont absolument pas concernés par ce dispositif. On vient de parler un petit peu des dispositions de l'ANI avec tout ce qui tourne autour de la prévention et qui reprend aussi ces risques psychosociaux. Là aussi, les fonctionnaires ne sont pas concernés. L'ANACT, je pense que certains dans la salle connaissent très bien, qui sont quand même, qui est une association financée par l'État, faut le dire en grande partie, ne concerne pas plus les fonctionnaires. Je rappellerai juste, je pense que certains se souviennent de ce rapport écrit par l'IGAS, IGA et IGEN en 2014, qui dénonce catégoriquement l'insuffisance de l'accompagnement sur on va dire, la santé au travail en général dans la fonction publique. Donc voilà, je mets un petit peu de côté la notion de prévention sur la prévoyance, puisque ça me permet de faire un petit focus sur la particularité d'MFPS, qui est une union de gestion du régime obligatoire des fonctionnaires d'État.
exclusivement. Donc on est sur le domaine de la santé, de gros domaines que sont la gestion des prestations en nature et la gestion du risque, dont la prévention. C'est 13 mutuelles de fonctionnaires donc, qui ont créé cette union. Qui gère le régime obligatoire des fonctionnaires. C'est 1,3 million de bénéficiaires et voilà, en fait, en gros, pour faire le tour d'MFPS. Mais MFPS a la mission de prévention. Enfin, ça fait Alors, partie des attributions. Tout à fait. Deux missions, donc la gestion des prestations en nature et la gestion de la prévention, au même titre que le fait la CNAMTS, qui est notre tutelle. Et qu'est-ce que vous faites justement en matière de prévention? Alors, on a, on va dire, en gros, trois domaines. On fait le relais de la CNAMTS, qui, il faut le dire, fait beaucoup de prévention, malgré tout, sur les dépistages notamment. On va faire du complément à ce qu'elle fait. Bien évidemment en lui présentant ce qu'on fait. Il n'est pas question de faire des choses qu'elle n'approuverait pas. Donc on va faire du dépistage diabète, ce qu'elle ne fait pas forcément aujourd'hui dans les administrations, disons-le. On fait des vaccinations antigrippales dans les administrations également, avec les mutuelles, nos mutuelles partenaires. Et en troisième, on essaie comme tout le monde, de cibler notre prévention, et ça a tout l'intérêt de tout ce qui a été discuté depuis ce matin, depuis le début de l'après-midi. On va faire de l'affinitaire sur des données de santé, on est quand même bien placé pour le faire, sur des particularités de métiers dans la fonction publique. Notamment, on peut entendre que les douaniers ou la police peuvent avoir des particularités sur les risques psychosociaux au travers de leur métier. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal d'exemples. On va passer justement dans une partie plus concrète et vous reprendrez la parole tout à l'heure, Florence, sur ce sujet-là. Mais là, on va passer la parole à Xavier Auré. Donc je vais préciser en effet la G2R, la mondiale. Donc voilà, c'est la brique paritaire. Xavier, dans les exemples précis, vous, qu'est-ce que vous mettez en place et pourquoi vous privilégiez surtout des actions très ciblées sur des populations très précises? Parce que ça marche. Voilà. Donc, merci Xavier. Non, mais plus sérieusement, c'est lié aussi à la façon dont on finance nos actions de prévention. C'est-à-dire que nous, on accompagne les branches professionnelles. Donc je rejoins Marina en disant on a une dimension affinitaire qui est très forte. On ne parle pas de la même façon, on ne choisit pas les mêmes thématiques pour des coiffeurs, des bouchers, la boulangerie industrielle ou l'aide à domicile. Et notre travail, en premier lieu, c'est d'accompagner les branches professionnelles à poser un diagnostic. On a à la fois nous, organismes, mais aussi à la CNAM-ATMP et dans d'autres institutions, il y a beaucoup de données, de data qu'il faut utiliser. Et on arrive à travailler avec les partenaires sociaux à identifier les grandes priorités d'action sur une branche professionnelle, que ce soit du risque professionnel ou de la santé publique. Et à partir de là, avec les partenaires sociaux, on fait les choix d'action et on est en capacité de dire on va faire du diabète sur les vendeuses, le personnel de vente en boulangerie, parce qu'on a pu identifier avec l'ensemble de nos données que cette population-là avait un risque plus élevé que le reste de la population. Donc c'est à la fois un gros travail de diagnostic qui nous permet d'être très précis sur le sujet. Et après, c'est la dimension affinitaire qui nous permet aussi d'être entendus. L'idée n'est pas de juste donner un message, c'est surtout qu'il soit attendu. Et quand on dit, pour nous, une action qui marche, c'est on pose des indicateurs, et notamment le taux d'usage. On parlait tout à l'heure des solutions, alors, on discute avec Human Life également. Pour nous, le taux d'usage de nos actions, c'est le principal indicateur d'une action réussite. Et après, c'est la capacité à mixer à la fois les supports, à la fois ça peut être du dématérialisé, du digital, mais pas que. Je pense que le coaching, qu'il soit physique ou par téléphone, sont des choses qui marchent bien. Et ça, on peut le démultiplier sur un ensemble de thématiques et un ensemble de métiers. Donc le sommeil, le diabète, les risques professionnels pour les TMS. Mais encore une fois, les TMS, c'est cibler le TMS, quoi. Une TMS chez un coiffeur, c'est pas la même chose que
Je reprends l'exemple du boucher, la carie du boulanger et celle du confiseur, c'est pas tout à fait la même. Donc il faut être en capacité de regarder ce qui se passe vraiment pour être efficace, quoi. Voilà. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de vidéo, je parlais particulièrement de votre cas. C'est vous qui m'aviez proposé de passer une vidéo. Et donc j'ai vu cette vidéo qui concerne la boulangerie, mais ça concerne, là pour le coup, est-ce que c'est pareil, vous êtes dans l'affinitaire au point de faire une chaîne YouTube avec des vidéos Alors la chaîne, elle est pour le groupe. La chaîne, elle est pour le groupe. D'accord. Et tous nos programmes de prévention, vous pouvez trouver pas que des vidéos sur la boulangerie. On aime beaucoup les boulangers, mais on essaye d'ouvrir un peu. Et donc l'idée, c'est d'aller apporter un message. Là, en l'occurrence, c'est l'asthme du boulanger. Et donc, c'est utiliser le support vidéo comme un outil au même titre que le digital, au même titre que le présentiel. Voilà. Mais je vous invite à aller voir cette vidéo. Après la table ronde ce soir, dans le car. Merci Xavier. Patrick, Julien, Aptis, donc autre exemple, vous, c'est très très différent, hein, votre façon de voir la prévention et surtout la mettre en œuvre. Vous êtes dans un fonctionnement par atelier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement l'organisation que ça demande et comment vous faites? Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à tous. Parlez bien fort dans les micros, hein, parlez vraiment bien fort. Oui. N'hésitez pas. Donc effectivement, il y a deux particularités dans la façon dont nous menons nos actions de prévention. La première, c'est que c'est la dimension collaborative du mouvement, puisque la prévention est organisée par les bénévoles de l'association d'assurés Aptis. Et ce mouvement bénévole qui fonctionne depuis 40 ans a été récemment accéléré avec la création d'une plateforme digitale, hein, qui a vraiment donné un volume beaucoup plus important en termes d'action menée. Je reviendrai dessus. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous travaillons essentiellement sur l'accompagnement pratique des personnes qui sont déjà motivées pour des actions de prévention ou des actions de bien-être santé. C'est-à-dire qu'on investit effectivement assez peu pour essayer d'enrôler des personnes qui ne sont pas vraiment motivées pour faire ça. Nous, on se concentre pour donner des moyens pratiques de fonctionnement en local, au travers des ateliers, pour les personnes qui ont envie de suivre, d'apprendre et de suivre des exemples pratiques. Alors, comment on fonctionne? Donc, dans les associations Aptis, nous animons une communauté de 700 bénévoles qui sont répartis géographiquement dans une centaine de comités locaux. Et ces personnes disposent d'une véritable autonomie pour imaginer des actions de prévention à mener localement pour leurs adhérents. Et donc, ils vont trouver à la fois le thème de l'intervention, le lieu, trouver l'intervenant. Et puis, derrière, il y a les permanents de l'association qui, eux, vont amener tout le back-office pour organiser la manifestation au final et notamment amener l'inscription des adhérents. Alors, nous avons développé au fil du temps 4 formats d'ateliers. Au début, nous avions commencé avec des conférences avec un grand nombre de personnes. Ça fonctionnait moins bien ces dernières années parce que les gens voulaient vraiment apprendre des techniques pour la nutrition, pour les activités sportives, etc. Donc on a tourné vers des ateliers. Pardon, oui. Patrick, oui, quand vous dites ça fonctionnait moins bien, c'est-à-dire qu'il y avait moins de monde qui venait ou les gens étaient déçus? Il y avait un peu de déception parce que ce n'est pas suffisamment interactif. Il y avait trop de personnes. Donc aujourd'hui, on se tourne vers des ateliers. Alors les ateliers, c'est 15 personnes maximum et c'est un expert que l'on fait venir et qui va vraiment apprendre une technique médicale ou de prévention ou comment faire telle ou telle activité sportive à nos adhérents. Il y a un deuxième niveau derrière, c'est le forum. Ce sont des personnes qui ont déjà de l'information mais qui veulent échanger avec l'expert. Et cette année, pour la première fois, on a même été plus loin, on a même fait des formations payantes pour les adhérents. Notamment, on l'a testé cette année sur l'aromathérapie, des formations d'une journée, voire 2 journées payantes à la demande des adhérents qui voulaient vraiment comprendre comment utiliser les huiles essentielles. Alors, et il y a aussi une 4e action qui émerge et qui n'est pas vraiment dans le thème de la prévention, mais c'est toujours utile, c'est créateur de liens, c'est des actions de partage entre les adhérents. Quelqu'un a une idée pour mener une action sur le plan local, une marche, la découverte d'un monument ou autre. Et ils peuvent se servir du mouvement associatif et du site Agir Ensemble pour proposer aux autres adhérents locaux de s'y inscrire. C'est créateur de liens, c'est toujours bon pour la santé, ça fait de l'activité. Alors, depuis que nous avons créé le site Agir Ensemble,
c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans, nous avons réalisé 2000 événements dans toute la France et il y a eu 24 000 participants inscrits à ce jour. Et la plateforme digitale, quelque part, c'est le prolongement du mouvement collaboratif, mais avec des moyens digitaux, parce que ça permet d'accélérer la connaissance de ces événements, notamment tout participant d'un comité d'adhérents, même s'il n'a pas de statut particulier, s'il n'est pas président de ce comité, il peut avoir une idée d'action de prévention à mener, ou une activité physique, une activité de nutrition ou autre, et il va proposer une idée sur le site Agir Ensemble, il va inscrire son idée, et puis à partir de là, chacun des membres du comité va se dire comment je peux participer à cette action. Et notamment, l'un va dire moi je m'occupe de choisir le lieu, l'autre va trouver l'intervenant, un autre va faire le compte-rendu et le partage avec les autres communautés d'adhérents. Et puis après, les adhérents vont voir apparaître sur le site Agir Ensemble cette action, et ils vont s'inscrire. Et c'est grâce à cette plateforme digitale que l'on a pu accélérer véritablement le nombre des forums. Mais voilà, on est vraiment tourné vers des ateliers pratiques qui accompagnent les adhérents pour pouvoir pratiquer cette prévention et apprendre des techniques. Merci pour cette présentation, cet exemple, Patrick. Sandra Klein, donc IMA, maintenant on passe directement à l'assistance. Forcément, pour une société d'assistance comme IMA, comment on imagine le modèle de mutualisation de ces actions de prévention, comment le rendre possible à tous les opérateurs, alors qu'on voit bien qu'il y a quand même des opérateurs qui choisissent de cibler très précisément. Oui, alors je vais tâcher de répondre aux 2 questions en une réponse. Alors, en fait, nous, on a lancé sur le marché cette année un programme qui s'appelle IMA Santé. En fait, on est sur une solution qui couple à la fois de l'humain et du digital, pour reprendre ce qu'on a vu précédemment du côté d'Human Life et Realto. Et on est venu enrichir finalement nos expertises actuelles, je pense aux ergothérapeutes, aux travailleurs sociaux, aux conseillers, etc., d'infirmières et d'infirmiers sur cette plateforme, en plus du corps médical existant, bien sûr. Donc ces infirmières ont vocation à accompagner différentes situations de vie, notamment le péri-opératoire dont on a parlé, la péri-hospitalisation en entrant ou en sortie d'hospitalisation. Toutes les problématiques que vous avez citées, d'ailleurs, je vous ai entendu précédemment sur l'hygiène corporelle, alimentaire, également les problématiques de préparation des entretiens avec les chirurgiens, tout simplement. L'infirmière est là aussi pour dépassionner, dédramatiser les situations. Pendant la période d'hospitalisation, elle peut aussi aider à l'organisation logistique d'une famille qui est somme toute très fragilisée, et puis en sortie, elle va de nouveau accompagner les problématiques de cicatrisation, de douleur. Donc là, on est vraiment sur la logique prévention court terme, qu'on peut assez aisément coupler au contrat d'assistance existant. On intervient aussi sur le champ de la téléconsultation médicale désormais à travers ce programme. Et puis, la vocation du programme est aussi d'aller vers les maladies chroniques, la prévention. Prévention plutôt universelle, avec un premier socle d'information assez générique, mais aussi prévention beaucoup plus ciblée. Vous parliez de population, de prévention sélective, de prévention ciblée, et on est bien dans ces logiques. Donc la mutualisation se fait par un premier niveau de service, accessible à tous, à travers les solutions digitales, et c'est la force du digital, de pouvoir couvrir très largement différentes populations. Et puis, plus en profondeur, on va intervenir sur des logiques d'accompagnement, de coaching motivationnel, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les infirmières sont spécifiquement formées au changement comportemental et au motivationnel. Donc elles viennent vraiment activer, mobiliser les ressources de l'individu, aller chercher les ressorts de motivation pour qu'il puisse agir sur ses déterminants de santé le plus tôt possible. Voilà. Donc on est vraiment sur toute la chaîne de la prévention primaire à la prévention tertiaire, dans cette fameuse logique de mutualisation. Et la différenciation, je rebondis sur ce que vous avez dit précédemment, elle se fait par les approches que vous avez évoquées, l'affinitaire, les spécificités d'une population accompagnée. On n'accompagne pas une population de transporteurs comme on accompagne les assurés relevant du sécuritaire ou de la défense, ou encore les professionnels de coiffure dont vous avez cité. Donc il y a toute cette logique d'assemblage de services qui se fait, et puis le haut degré de solidarité sur les branches vient aussi là apporter une autre segmentation avec des dispositifs très ciblés, très spécifiques. Voilà. Très bien, merci. Sandra, Florence, je vous repasse la parole parce que, évidemment, vous aviez détaillé un petit peu le changement, une vision de vos clients.
Qu'est-ce que ça vous incite à faire dans l'approche de la prévention et est-ce que les actions sont différentes? Comment vous êtes adapté justement à cette nouvelle demande? Je crois que, on l'a dit depuis le début de l'après-midi, finalement, faut mixer un petit peu tous les types d'interventions. Parce que voilà, on est face à des populations, que ce soit la personne en tant qu'individu ou que ce soit une collectivité de salariés, va avoir une approche différente de la prévention. Alors, on parlait d'une approche affinitaire par branche professionnelle, etc. Mais on a aussi au sein d'une entreprise parfois plusieurs dizaines de métiers différents. Donc de toute façon, on n'interviendra pas de la même façon au sein d'une même entreprise, auprès de salariés qui sont en poste, qui ont un travail posté, que des salariés qui sont derrière un écran, etc. Ou encore qui sont dans leur véhicule toute la journée parce que ce sont des commerciaux. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'adapter au maximum pour essayer d'apporter véritablement ce qui est attendu par l'entreprise. Donc les interlocuteurs, c'est vraiment toute la communauté de l'entreprise. Ça va être aussi bien le dirigeant que les RH, bien évidemment, que le CHSCT et les salariés eux-mêmes. Et on va essayer de faire un diagnostic pour pouvoir apporter la solution la meilleure. Mais quand vous dites s'adapter, justement, ma question, c'est-à-dire, est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous êtes obligé de reconfigurer un service prévention plus large, Oui. plus grand, une approche terrain différente? C'est plutôt dans ce côté-là. Alors effectivement, on a étoffé notre, je dirais, notre organisation et nos moyens humains. Aujourd'hui, on est 45 personnes à temps plein en prévention qui interviennent beaucoup au sein de l'entreprise, complétées par des délégués effectivement bénévoles qui vont intervenir sur le terrain davantage dans une approche santé publique. Mais au niveau des entreprises, on s'appuie également sur un réseau de plus de 300, à peu près 300 professionnels de santé qui sont nos partenaires avec lesquels on a défini des conventions, une charte éthique, voilà, un cahier des charges très précis qui nous permet aussi, je dirais, de démultiplier les actions qu'on peut mener auprès des entreprises. Mais c'est vrai qu'on n'est plus sur un coût de gestion parce que ça ne suffirait pas pour financer. Hein. On est bien dans un vrai modèle économique et les entreprises financent aussi ces actions et acceptent de le faire. Alors, le modèle économique, tout le monde hoche de la tête. Hein, parce que là, on va être d'accord, on va en parler donc, dès maintenant. Quel modèle économique pour la prévention? Clairement, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vendre? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut tirer un retour sur investissement? Je suis désolé de ce terme, hein, mais c'est la réalité quand même. À un moment où vous avez un chiffre d'affaires, vous avez des bénéfices aussi que vous devez essayer de capter au moins pour vos adhérents. Donc, comment vous faites pour le tarifer, le vendre et mesurer à quel point ça vous sert? Et alors là, la parole est libre. Le premier qui veut s'exprimer, Marina? Ouais. Ah oui, forcément au début. Alors, ça... déjà, Benoît, sache qu'on est passé outre les susceptibilités. On parle tous de ROI, Ouais, même la CNAM. D'accord? Après, tout dépend ce que tu mets derrière. Donc, pour ce qui concerne MFPS, alors là, pareil, je pense qu'on est vraiment sur une particularité. Hein, on ne vend rien. On offre. Mais dans la mutualité, personne ne vend rien, tout le monde offre. Oui, bien sûr. Non, mais c'est sincère, merci. Bon, donc très clairement, on est sur un modèle économique qui est celui de la CNAM. La CNAM, sa branche donc, liée à la prévention représente à peu près entre 10 et 14% de son périmètre d'activité générale, qui est le même que celui d'AMFPS. Donc on est à peu près sur les mêmes grandeurs de coûts, on va dire. Pas question de le dépasser. Hein. Donc en fait, la question, elle est plutôt renversée. C'est on adapte notre programme de prévention, d'où tout l'intérêt de faire de l'affinitaire, hein, puisqu'il faut faire des choix en fait, et ces choix on les fera en restant dans l'enveloppe de 10 à 14%. D'accord. Donc c'est l'enveloppe de départ qui conditionne les possibilités. Bien sûr. Oui, Xavier, allez-y. Sur la question de coût, c'est vrai qu'au niveau du ROI, alors je sais que c'est demain, je crois, hein, la chaire Prévent Horizon intervient. Ouais. On est quelques acteurs à investir dans cette chaire pour justement essayer de trouver la formule magique pour nous dire effectivement quel est le ROI. Mais après, je crois qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est à la fois quel type de marché. Je veux dire, quand on est sur une branche professionnelle avec des TPE, il est clair que ces entreprises-là
ne paieront pas pour des actions de prévention. On peut toujours y aller, elles ne paieront pas. Donc effectivement, l'idée de mutualiser au niveau d'une branche a pour le coup tout son sens. Sur les plus grandes entreprises, aujourd'hui, les RH sont prêts à partir du moment où on fait du sur-mesure. Alors après, c'est notre travail à faire du semi-mesure, à construire des back-office pour pouvoir proposer du service, mais à partir du moment où on leur propose du sur-mesure, sont prêts à investir. Donc on est aujourd'hui, alors que c'est assez récent, hein, il y a encore quelques années, très peu de RH étaient prêts à investir, avaient compris l'idée de... je pense que l'ANI QVT de 2013 a aussi changé les choses, a ouvert un peu, a ouvert entre guillemets les chakras des RH sur ces questions-là. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui d'aller sur ce sujet-là, quoi. Peut-être moi je peux apporter un petit témoignage. Les premiers éléments, les premiers retours sur le champ du opératoire péri-hospitalisation nous montrent, donc on a mis en place un modèle de gain qu'on co-construit avec nos clients grands comptes. Et du coup, les premiers résultats nous montrent qu'on est un peu en deçà des 10 points d'économie sur le poste coût au global. Mais après, il y a tout un volet qu'on n'arrive pas à vraiment mesurer encore aujourd'hui, c'est le taux d'attrition, le taux de rétention, de fidélisation, parce que c'est un élément très différenciant et fidélisant. Et ça, c'est encore une dimension qu'on a du mal à valoriser. Qui par nature se mesure plutôt sur le long terme de toute façon. Tout à fait. Et puis il y a la responsabilité sociétale plus largement, qui dépasse le seul champ du quanti. Donc voilà. Patrick, vous forcément des ateliers plus précis, plus resserrés, enfin, je veux dire, vous touchez peu de gens et pour un coût qui est quand même significatif. Oui, tout à fait. Nous, la participation à un atelier, ça revient autour de 30 € en moyenne par personne. Donc c'est un coût qui est significatif. Et honnêtement, il n'y a pas de retour sur investissement dans la mesure où on est sur l'adoption de bons comportements, bien manger, bien dormir, avoir une activité physique saine. Il y aura des retours sur investissement, mais à très long terme, les adhérents seront certainement plus chez nous. Et l'économie se fera surtout sur les ALD. Ce n'est pas nous qui sommes le premier intervenant là-dessus. Par contre, on se dit que ça fait partie des attentes de nos adhérents et qu'il faut leur donner satisfaction. Une petite particularité chez nous, c'est que c'est d'ailleurs pas les assureurs qui financent ces actions de prévention, c'est l'association des assurés Altis. C'est-à-dire que les adhérents, pour rentrer dans un programme Altis, ils payent une cotisation associative et c'est cette cotisation associative qui finance toutes ces actions. Et cette cotisation, elle est prise sur la cotisation complémentaire santé, enfin, ou pas? Tout régime complémentaire santé, prévoyance ou autre. Okay. Pour rentrer chez Altis, il faut payer une cotisation associative avant tout. Très bien. Sandra, juste un point de précision, parce que je n'ai pas du tout donné d'ordre de grandeur. Ce que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire un socle d'informations génériques sur de la prévention, l'accès à des réseaux de soins type ostéopathie ou diététicien, l'ABC de la prévention, les rendez-vous médicaux et de l'information, par exemple sur les vaccinations, les problématiques examens. C'est plus du coaching motivationnel téléphonique digital, c'est quelques euros par an et par chef de famille, si on est sur un principe d'inclusion, bien sûr. Donc on est toujours sur ces logiques-là, et pour l'instant, les premiers contrats qu'on met en place, ils sont bien dans cette logique. D'accord. Xavier va rebondir. Juste pour aller dans le sens pour le coup du ROI, du retour sur investissement, on s'est associé pendant 3 ans, on a mis en place une démarche sur la récidive du cancer du sein avec Curie. Les chiffres sont assez élogieux. Pour entre 600 et 800 € par personne accompagnée, on réduit la récidive de 40 à 50%. Une récidive de cancer du sein, c'est 80 000 €. Voilà. Je veux dire, la vraie difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est que mesurer, suivre pendant 3 ans une cohorte, voilà, c'est un coût, quoi. Et on aimerait pouvoir le faire demain pour les maladies chroniques, pour d'autres types de cancers. Mais c'est vrai que la démarche prévention aujourd'hui, quand on voit que uniquement 5,8% des dépenses de santé sont des dépenses de prévention aujourd'hui, j'espère qu'avec ce type d'opération-là, de ROI, on pourra augmenter ce pourcentage. Florence, oui, parce qu'en plus, Florence, de mémoire, quand on avait préparé, je crois que vous m'aviez dit que les commerciaux arrivaient maintenant, on leur demandait de la prévention avant parfois de
de Ah prendre oui, de la tout santé à ou de la fait. prévoyance. Tout à fait. Aujourd'hui, nos réseaux de commerciaux arrivent plus facilement à décrocher un rendez-vous quand ils annoncent qu'ils vont parler prévention que quand ils annoncent qu'ils vont parler contrat santé ou contrat prévoyance. Tout le monde a entendu. Donc c'est hein, déjà Xavier, une porte le truc d'Hermès, d'entrée. c'est ça. Et effectivement, il y a toute une acculturation à avoir, à mettre en place au niveau des réseaux commerciaux qui sont la première porte d'entrée de l'entreprise, le premier interlocuteur auprès des RH, auprès du dirigeant. Donc c'est important aussi qu'ils portent aussi tout ce discours autour de la prévention, qu'ils connaissent ce qu'il y a derrière, qu'ils sachent parler des services qu'on peut proposer. Voilà, donc je pense que ça c'est quelque chose d'indispensable. Il faut que ça soit porté et par les différents acteurs de la mutuelle et de l'autre côté les différents acteurs de la prévention. Et ce que je voulais ajouter par rapport au modèle économique, c'est que je pense qu'il faut faire un mixte, c'est-à-dire qu'il faut avoir des services en inclusion. Et c'est vrai que le digital permet plus facilement de proposer des services qui vont être réputés gratuits. Alors c'est jamais gratuit, parce que bon, la mutuelle va en payer une partie, mais du coup, comme c'est mutualisé sur un grand nombre, le coût est supportable. Et c'est une première façon d'accompagner au travers d'applis digitalisées, personnalisées, au travers de coaching téléphonique ou autre. Voilà, ça, c'est des choses qui sont vraiment important parce que c'est de l'humain, c'est ce qu'on disait aussi au début de l'après-midi. Après, voilà, quand on est plus sur des actions de terrain en présentiel qui nécessitent vraiment du temps, à la fois pour ceux qui participent aux actions, mais aussi de professionnels de santé, ben oui, ça a un coût. Donc à un moment donné, il faut bien le facturer. Bon, alors j'entendais que ça bruissait dans la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Je peux prendre une question tout de suite. Même plusieurs. Il ne faut pas que je mette la main en casquette, on m'a dit. Donc, vous n'avez pas de questions, en fait. C'était juste... d'accord. Ah si, monsieur là-bas. Alors, par contre, je suis tout seul pour donner le micro. J'étais mauvaise langue. Bonjour, Victor Weknin. Je travaille dans la santé au travail avec les mutuelles et les institutions de prévoyance. De ce que j'ai entendu moi cet après-midi, j'ai l'impression qu'on parle d'une prévention un peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on aborde le sujet avec deux types de santé. Vous avez la santé de 9h à 18h au travail et une autre santé de 18h à 9h. Et que c'est deux santé sur la même personne alors qu'on a une seule santé. C'est-à-dire toutes les actions dont on a entendu, digital, augmenté, etc., ça concerne des préventions de l'individu quand il a un problème de santé déjà installé. Mais on sait, et puis je pense que Christian Menguy en parle régulièrement, de Rialto, tous ceux qui interviennent dans la santé au travail, on sait que globalement, pour faire simple, il y a 3 arrêts de travail de santé, le moins de 90 jours, le plus de 90 jours et les accidents du travail, maladies professionnelles. Bien, 50% de ces arrêts de travail de moins de 90 jours et de plus de 90 jours ont des causes professionnelles et organisationnelles qui viennent de l'entreprise, et 100% des AT-MP, bien entendu, ont une cause du travail. Et la grande difficulté pour les assureurs, nos amis qui sont sur la table ronde, c'est que quand ils discutent avec les organisations, les DRH, les employeurs, l'organisation du travail ne peuvent pas aborder ce sujet-là, parce que ce n'est pas de leur responsabilité. Et donc tout est reporté sur l'individu. Or, il me semble, et c'est ma question, est-ce qu'il y a un espoir à ce qu'on s'attaque au gros du problème des arrêts de travail, c'est-à-dire les 60%, en gros le compressible qui vient des arrêts de travail, qui vient du travail, de l'ordre de 60% de l'ensemble des arrêts de travail. Est-ce qu'on peut espérer un jour à ce que les employeurs et les assureurs puissent travailler sur ce 60%, sachant que sur les 40%, ben ça avance, il y a les progrès de la médecine, etc., du digital, mais le gros, le 60%, c'est « touchez pas à mon organisation du travail ». Donc mettez en place des actions, des ateliers, c'est très bien tout ce que vous faites sur la santé individuelle, sur les 40% des arrêts de travail. Le reste, nous, c'est de l'organisation du travail, c'est de notre responsabilité. Donc il me semble que l'ambition, c'est l'ambition d'une santé sociale globale et intégrée, et non pas une ambition en silo. Donc il faut en même temps travailler la santé au travail d'origine du travail et la santé individuelle. Merci. Moi, je peux compléter parce que justement, précisément dans le cadre du dispositif, on est aussi là pour repérer des fragilités.
Donc on a un outil qui permet à chaque utilisateur du service de venir en auto-administration, déclarer un certain nombre de paramètres sur différentes composantes de vie. Et donc, du coup, il peut être repéré comme fragile et accompagné par les différentes expertises. On va pouvoir très bien mettre en place un accompagnement budgétaire, par exemple par le conseiller en économie sociale et familiale, si on estime qu'il y a une problématique de financement de ses besoins de santé ou problématique financière dans sa sphère individuelle. On va pouvoir mettre en place un suivi psychologique. Il y a vraiment d'autres natures. On n'est pas sur le seul champ des paramètres médicaux, si telle était votre question. On dépasse là. Donc on est bien aussi sur la logique d'accompagnement individuel et sur son parcours de santé au sens large, sur la dimension à la fois physiologique et mentale, si je puis dire. Oui. Ça répond, monsieur? Je me permets. Je pense que c'est sur les conditions de travail, la qualité de vie au travail, c'était plutôt... Peut-être que je vais essayer de répondre au moins partiellement. Je pense que oui, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire que tout ce qui va être dans la sphère de la santé au travail passe par beaucoup les conditions de vie au travail et également tout ce qui est organisation du travail. Et nous, on essaie de l'appréhender, de l'approcher, en mettant en place, par exemple, des diagnostics auprès des salariés qui vont être des questionnaires anonymisés et autres, qui vont nous permettre de pouvoir faire une photographie à un instant T des questions de santé au sens large, mais de santé au travail, d'organisation au travail, de voir en fonction d'un benchmark comment l'entreprise se situe et ainsi de pouvoir pousser les bonnes solutions derrière qui vont être les meilleures, qui vont toucher dans un certain nombre de cas aussi aux risques professionnels, hein, les RPS, les TMS ou autres, dont on sait qu'ils peuvent aussi provenir d'une organisation du travail qui peut occasionner ce type de problème. Et puis quand vous disiez qu'il n'y a pas deux personnes avant 18h et après 18h, je pense que la question de la qualité de vie au travail et de la conciliation vie pro, vie perso, c'est quelque chose de très important. Et nous, on essaie aussi d'aborder ces questions-là et c'est très entendu par les RH et par les dirigeants, par les CHSCT, les partenaires sociaux, notamment par exemple la problématique des aidants. De plus en plus, aujourd'hui, les salariés qui, à partir d'un certain âge, sont très souvent aidants d'un conjoint ou de ses aînés. Et voilà, et concilier vie pro, vie perso, c'est pas simple. La parentalité aussi, c'est pas simple. Quand on a des gamins, quand on est en situation monoparentale, il faut concilier le boulot et le reste. Et voilà, donc on a aussi des professionnels qui interviennent aussi en fonction des thématiques pour accompagner l'entreprise, les managers. Parce que voilà, le management, c'est très important. Vraiment accompagner les managers parfois, et eux seulement, dans un certain nombre de cas, ça peut être ça, pour permettre justement d'améliorer la qualité de vie au travail au sens large. Hein. Là, on est bien sur un sujet QVT. Et puis en plus, on en reparlera demain, de la qualité de vie au travail. Donc revenez demain, vous allez voir, on en parle demain. Xavier, vous vouliez dire quelque chose? Ou sinon Marina, sur le cas des fonctionnaires, parce que là, c'est l'absentéisme et l'organisation, faire bouger l'organisation d'une administration en même temps. Voilà, moi justement, je voulais m'adresser à monsieur pour lui dire que moi, c'est inversé. En clair, la fonction publique, les administrations sont propres assureurs des accidents de travail. Je ne sais pas si vous connaissez le système. On est pareil sur 90 jours, mais payé intégralement par l'administration. Donc là, la problématique, c'est pas tant ça va être plutôt la santé au travail, puisque par contre, là, il n'y en a pas. Donc il est son propre assureur, mais ne met pas en place spécialement de dispositifs pour faire de la santé au travail et réduire la problématique des arrêts de travail qui passent totalement inaperçus. Soyons clairs, la CNAM ne récupère pas les arrêts de travail des fonctionnaires et on n'a aucune visibilité sur ce sujet-là. MFPS ne dispose que des prestations nature et absolument pas des arrêts de travail des fonctionnaires. Donc un peu difficile pour travailler sur un ROI qui pourrait porter là-dessus justement, puisque nous n'avons rien de ce côté. Merci, oui, très bien. Autre question peut-être dans la salle? Ah, Gaston, on a une là-haut.
Pierre Gastrebois, Massif Mutualité. Je voulais soumettre une réflexion à la table ronde. Elle m'est venue quand j'ai pris connaissance des projets gouvernementaux pour enrayer la chute de la couverture vaccinale. J'ai l'impression qu'avec l'essor du numérique, on se focalise sur la prévention individuelle au détriment de la prévention collective. Et la question, pardon, mais... Et donc oui, alors, plutôt prévention individuelle, prévention collective. Moi, pour le coup, je pense pas. Pour le coup, je pense pas. Je veux dire, on regarde on voit bien, en tout cas, dès qu'on travaille sur... je notais tout à l'heure, il y avait les 4 P, et il y avait un C, c'était care. Et je pense que il y a un deuxième C, c'est collectif, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le coût de la prévention, l'ingénierie que ça demande, faire de l'individuel, quand on en discute avec des spécialistes, n'a pas de sens. Et 2, en termes de point de vue médical, je veux dire, de point de vue impact, en termes de prévention, ça n'a pas de sens. Et de point de vue économique, ça n'a pas de sens. Donc je crois qu'au contraire, on va vers plus de collectifs aujourd'hui. Le digital va nous permettre justement de passer ce cap-là, d'avoir un impact encore plus important. Alors même si, in fine, je suis tout seul derrière mon smartphone, mais derrière, ce sont des solutions collectives qui sont trouvées, quoi. Une autre réaction, non? J'ai écouté parce que j'avais une question. Alors, dans la salle, y a-t-il une autre question? Oui, là-bas. Non, mais je vais y aller, ça ira plus. Ah, je sais tout faire. Bonjour. Bonjour, Stéphane Choulette, cabinet Valmen. Je voulais avoir votre retour sur la problématique de la capitalisation des données. Parce qu'on parle du digital, on parle des interactions qui existent entre le métier de la prévention et bien évidemment tous les représentants des livres 2, donc la dimension assurantielle. Comment vous allez imbriquer vos visions métiers historiques à cette nouvelle démarche où le digital et l'omnicanal, parce qu'on parle du cross-canal même, va venir impacter directement vos métiers dans un moment où vous avez une forte transition à gérer? Allez-y, c'est à vous de répondre, c'est pas à moi. Moi, je vais répondre tout simplement, nous, ce qu'on récolte, on le garde. Donc voilà, au niveau du régime obligatoire, rien ne sort, ça reste chez nous. Et puis tout ce qui va être mis en place autour du numérique et qui va nous permettre de récupérer des informations et des données comportementales, puisqu'aujourd'hui c'est plutôt le manque qu'on peut avoir nous, les bases de données régime obligatoire étant assez riches, elles restent, on le capitalise en interne et on le partage avec la CNAM, mais ça s'arrête là. Oui, allez-y. Xavier, ensuite ce sera Florence. Juste sur la data, alors en plus il y a la DSN qui va arriver, donc on va récupérer énormément de données. On a l'habitude d'analyser de la donnée froide, et celle qui va arriver sera froide aussi, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que et les uns et les autres, sur l'ensemble de nos outils, on a des hébergeurs de données de santé. Donc on parlait pour être efficace en prévention, il faut être précis. Ça va nous aider à être plus précis. Mais ça ira pas au-delà, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on est assez surveillé, contrôlé. Voilà, ça va nous donner plus d'éléments pour être encore plus précis dans nos choix d'action et dans la pertinence de nos actions. Là où je pense qu'on a des efforts à faire sur de la donnée, c'est trouver de la donnée chaude, quoi. Donner de la donnée, trouver de la donnée chaude, quoi, de la donnée vivante. Pour faire des enquêtes régulières sur les comportements, sur des populations ciblées, pour essayer de voir où sont les bons et les mauvais comportements et essayer de les bouger, quoi. Florence, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est très très important. Et puis voilà, on est un certain nombre dans la salle à avoir une éthique forte, je pense, sur ces questions-là. Donc l'idée, c'est
c'est effectivement la donnée, quand elle est utilisée au bien commun pour justement améliorer les pratiques, améliorer l'efficacité de ce qui est fait, eh bien, ça va dans le bon sens. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on s'entoure de toutes les garanties et qu'on assure auprès de nos adhérents que les données en question sont complètement étanches, anonymisées, etc. Donc ça veut dire hébergeur de données, ça veut dire aussi que tous les partenaires, parce que voilà, aujourd'hui on ne travaille pas tout seul, on est sans cesse en train de travailler avec des partenaires et on doit avoir les mêmes exigences auprès de ces partenaires que nous on s'applique également ces exigences. Donc c'est important. Au niveau d'Harmonie Mutuelle, on est en train de mettre en place là justement une démarche avec un dialogue partie prenante qui s'appuie sur la RSE pour véritablement travailler sur cette approche de l'utilisation des données et pouvoir mettre en place une éthique, une charte, quelque chose qu'on puisse aussi communiquer auprès de nos adhérents. Très bien, je prends une dernière question, si elle est rapide. Oui. Oui, Martine Carluima. J'avais une question moi concernant la cohérence en fait du parcours utilisateur, puisqu'on voit que ces actions de prévention, elles sont complexes à mettre en place, elles nécessitent beaucoup d'énergie. Et in fine, par contre, si on se met sur la place de l'adhérent, on dit que lui, il va voir de temps en temps sa mutuelle sur des actions assez éparses, et donc peut-être ça n'a pas l'impact attendu et sur son comportement et sur la fidélisation que ça peut générer vis-à-vis de la mutuelle. Alors c'est vrai que nous on a vu qu'en créant une espèce de lien entre l'assistance et la prévention, on avait déjà des réponses intéressantes. Est-ce que vous avez par ailleurs également mis en place des logiques de parcours qui permettent à la fois d'assurer l'enrôlement et la fidélisation? Cette question ne s'adresse pas à Sandra. Alors, sur les parcours? Alors oui, effectivement, enfin, pardon de reprendre la parole, mais Harmonie Mutuelle, et puis certains doivent le savoir, voilà, on est en train de constituer un groupe qui s'appelle Vive, et effectivement, dans le cadre de ce groupe... Dans le cadre de ce groupe, véritablement, on veut beaucoup avancer sur tout ce qui est parcours de santé, parcours de prévention, parcours de l'adhérent, selon les événements de vie, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aussi plateforméiser, c'est pas très beau ce terme, mais quelque part c'est ça, toutes les actions et tous les services qui peuvent être à disposition des adhérents, de telle sorte de lui pousser la bonne solution au bon moment et que lui, il puisse aussi avoir cette vision à 360 degrés de tout ce qui lui est proposé. Alors, on dit comme ça, c'est simple. Après, c'est plus complexe à mettre en place, mais c'est vraiment cette idée, oui, indispensable. Le parcours de santé, de soins, de prévention, et de l'adhérent, tout simplement, tout au long de sa vie, c'est quelque chose de fondamental. Patrick, vous, dans votre modèle, comment c'est possible de faire ça ? Il y a un début de parcours, puisque avec nos sites d'information, on pousse vers les adhérents de l'information primaire, malheureusement qui n'est pas très ciblée parce qu'on n'a pas de données de santé. Par contre, ce qu'on envisage avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, qui eux ont de la donnée de santé, eux ils peuvent repousser les informations de manière plus ciblée. Ensuite, le deuxième niveau pour nous, c'est les ateliers, c'est la partie pratique, avec un troisième niveau qui était la formation quand on veut vraiment approfondir. Et il y a même un quatrième niveau, c'est que à force de faire ces actions de prévention, on s'est constitué un réseau de 600 partenaires parmi des professionnels de santé ou des professionnels de la prévention ou des médecines douces, vers lesquels on peut envoyer nos adhérents, parce que parfois l'objectif c'est aussi de mettre en pratique, et puis à un moment donné il faut avoir le bon conseil personnalisé, et c'est là où le réseau peut intervenir. Donc on part du plus général et on va vers le plus spécialisé, puisqu'à la fin on met en relation avec un professionnel qui lui va amener une réponse vraiment adaptée à la situation de la personne. Merci à toutes et tous, je mets fin à cette table. Je pense qu'on peut les applaudir, ils se sont prêtés au jeu.